pendant la Première Guerre mondiale. Donc tous ceux qui savaient écrire ont écrit. Même ceux qui ne le savaient pas, parce que dans l'escouade, on avait toujours quelqu'un qui disait bah, attends, mon gars, tu sais pas, bouge pas, je vais écrire pour toi et tu me dis ce que tu veux lui dire et j'écris. Donc tous les soldats, quel que soit leur statut, leur échelon dans l'échelle, y compris de commandement, ont tous écrit sur la guerre de 14, ne serait-ce qu'en écrivant à leur famille ou à leur femme. Pourquoi ça n'apparaissait-il pas dans la première étude qui avait été faite en 1929? Alors tout simplement parce que l'anthropologie du témoignage n'était pas née à l'époque. L'anthropologie du témoignage, elle est née dans les 30 dernières années, elle est née dans cette vague-là. C'est qu'aujourd'hui, la guerre de 14 reste massivement captée par les historiens, donc par les sciences sociales. Mais ce n'est plus que cela. En 1914 jusqu'en 1939, cette guerre n'a intéressé que les historiens, les militaires et en gros la religion, le clergé, qui, voilà, pour des raisons politiques ou des raisons identitaires, etc. Aujourd'hui, cette guerre de 14 et cette anthropologie de la guerre de 14 n'intéresse absolument pas que les historiens. Elles intéressent également les sociologues, les psychologues, elles intéressent les médecins, les professions libérales, elles intéressent vraiment toutes les catégories. Et de fait, comme on a une représentativité dans chacune des catégories, ne serait-ce que par la lettre, par exemple, par les correspondances ou par les journaux, parce qu'il en reste, nous ne l'aurons pas des centaines et des centaines à découvrir, eh bien, on a des approches qui sont des approches de catégories sociales ou de catégories socio-professionnelles. Et ça vient augmenter le volume. Donc, messieurs les archéologues, allez-y, faites aussi des témoignages, enfin, publiez également des témoignages. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui des témoignages dont on affiche directement la profession dans le titre. Et y compris dans ma maison d'édition, nous on a publié à dessein un ouvrier artisan en guerre, parce qu'en effet, c'était pas dans le titre du journal de guerre, parce que c'était journal de guerre comme tous, il n'était pas le titre, il littéralisait pas, mais nous, le statut du témoin était important, c'était un ouvrier et un artisan. Donc, un ouvrier de plus, et il se trouve que là, c'était un artisan qui a fait ce qu'on appelle un hyper-témoignage, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, le statut, en fait, la catégorie socio-professionnelle était tout à fait importante, parce qu'aujourd'hui, elle est analysée différemment, et elle est analysée par beaucoup plus de sciences humaines. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt. Donc l'intérêt de cet ouvrage, eh bien, en effet, c'est d'étendre le prisme de la représentation sociale de l'époque. Parce qu'en effet, elle était jusqu'à présent, elle est même encore un tout petit peu, inversement proportionnelle à la réalité, à la stratigraphie de la société française de l'époque. En effet, très majoritairement, à plus de 50%, les combattants étaient issus des milieux ouvriers et paysans. Et c'était, dans certains régiments, c'était même bien plus que ça. Dans des régiments bretons ou dans des régiments de la terre, eh bien, la représentativité était de 80% de paysans. Et en tout cas, chez les centrales, pardon de l'expression, mais chez les centrales, c'était 100% de paysans, d'ouvriers, de mal-ouvriers, etc., etc. Or, vous l'avez vu chez Norton Cruz, c'est 0% de représentation. Donc, en gros, la conclusion, c'est plus la catégorie sociale a fait la guerre, moins elle était représentée dans son expérience. C'était pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc, il y a une légitimité qui est une légitimité de prise de parole et de pouvoir de prise de parole, mais aujourd'hui, on rétablit également les choses. C'est pas le but premier de nos travaux, mais on rétablit les choses en allant, peut-être en privilégiant peut-être un peu plus la captation de la parole d'un ouvrier ou d'un paysan, plutôt que la énième captation de parole d'un intellectuel ou d'un général. Alors là, pour le coup, pour les généraux, c'est déjà réglé. Les généraux qui ont une part importante dans le conflit se sont majoritairement exprimés à l'entre-deux-guerres. Voyez-vous, c'est que vous avez simplement des choses à dire, peut-on dire prosaïquement, mais voilà, les combattants... On peut dire des choses à redire en les transformant. Ouais, ou à démédire, voilà, donc à démédire. Alors, quelques apports, juste rapidement, quelques apports par rapport à ça. Ça nous a permis également, par rapport à ce travaux, de reprendre à la base les témoignages même publiés. Eh bien, celui que je mets en avant, c'est le fameux M.A. Butine. C'est un livre qui, en plus, se rapproche de Bruxelles, parce que c'est un livre qui vient de la frontière entre la France et le nord de la France. Et donc, c'est un livre qui a été publié en 1933, en 32, je crois, 32. Et c'est un livre qui a été publié par une femme, dont, en lisant le récit, on comprend qu'il s'agit d'une industrielle, d'une commune du nord de la France, mais en cherchant dans la biographie, ou en cherchant dans les éléments, M.A. Butine n'a rien dit à personne. Et ce témoignage a donc été classé de 1932 jusqu'à 2013 comme un témoignage anonyme. Pour
pourtant, quand on le lit, il est extraordinairement intéressant. C'est une prise de parole d'une femme capitaine d'industrie dans les tissages du Nord, et donc une vraie représentativité des chaînes sociales. Et il se trouve qu'en fait, en plus, c'est une résistante, entre guillemets, c'est une résistante par opposition systématique. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle envoie sur les roses celui qui lui demande, surtout s'il est allemand. Donc, de fait, on a une sorte de résistance par le bas, pas de réseau structuré, mais une vraie personnalité. Et donc, je me suis repenché sur ce témoignage et j'ai tenté de comprendre, parce que bien entendu, elle avait également caché le nom de sa commune et elle a pris un zèle particulier à effacer tous les éléments qui pouvaient permettre de l'identifier. J'ai réussi à la retrouver et en fait, elle s'appelle Emma. Alors ça, vous allez me dire, c'est facile à trouver, parce que son prénom c'est E2MA, Emma, et elle s'appelle en fait Hubinet. C'est l'anagramme de Buty. Et quand on a dit ça, on n'a pas tout dit parce que c'était pas spécifiquement évident. Et on a trouvé en effet la seule personne qui pouvait correspondre, eh bien c'est Emma Hubinet qui tenait la filature Hubinet à Glageon dans le Nord, donc c'est la commune. Et là, tout s'éclaire, on a réussi à identifier le personnage. Et à partir de là, on a une crédibilité a posteriori particulièrement importante. Je reviens à ma légitimité, parce que quand on étudie l'histoire de cette filature et l'histoire de ce village, eh bien, tout est raconté dans ce livre. Voilà. Donc ce témoignage anonyme a été finalement authentifié, certifié, identifié par les travaux. C'est le cas également de livre à droite, la fameuse Sœur Saint-Éleuthère. Là, Sœur Saint-Éleuthère, là pour le coup, c'est l'éditeur, Isaac, donc c'est Yves Buffetot, c'est un ami en plus, eh bien, n'a pas recueilli dans la publication, faute de temps ou faute de matière, il n'a pas identifié qui était cette Sœur Saint-Éleuthère. Elle nous a donné un petit peu de mal, et puis c'est l'association locale d'histoire qui nous a finalement trouvé, en consultant les registres paroissiaux, qui était, et bien, cette dame de Noyon, cette religieuse, c'est Marie Haye, H-A-Y-E-S, et son témoignage est tout à fait intéressant. Elle était bien de la congrégation de Noyon quand ça s'est passé, ça authentifie, ça légitime complètement son témoignage, et surtout ça l'identifie. Alors après je vous dirai pourquoi cette histoire d'identification a une importance aujourd'hui. Et puis le dernier, je l'aime bien aussi parce qu'il est vosgien, c'est la Douchière, c'est François-Xavier Tolab, et là c'était pas très difficile, mais le problème c'est que des ballots, c'est Ballot, il y en a plusieurs dans les Vosges, et en fait, vous l'avez compris, ce gars s'appelle François-Xavier Ballot, et en effet, c'était un Vosgien d'une toute petite commune, pareil, milieu paysan, de montagne, bref, en termes de représentativité, tout à fait intéressant. Alors là, je termine juste avec ça, juste pour dire qu'aujourd'hui, ça a une importance, cette affaire, et ça a une importance qui va se nicher là où on ne pensait pas qu'elle pourrait se nicher. C'est presque une importance professionnelle. Quand 500 témoins a été publié, on en a bien entendu envoyé un exemplaire de dépôt légal, comme ça doit être fait, à la BNF. Et par curiosité, quelques semaines plus tard, je suis allé voir sur le site de la BNF. Et en fait, tous les témoins non identifiés qui étaient déjà présents dans le site de la BNF, puisqu'Emma Butine a été publiée en 1932, sa référence était tout à fait connue à la BNF. Et là, aujourd'hui, si vous regardez, vous avez des dates d'identification dans la notice BNF SUDOC, pour ceux qui connaissent, dans la notice SUDOC. Aujourd'hui, on sait qui est le témoignage. Il est donc contextualisé, y compris à la BNF. Et là, ça a une importance, c'est que ça permet maintenant de calculer les droits. Parce que, comme vous le savez, 70 ans après le décès de l'auteur, ça tombe dans le domaine public. Mais quand vous ne savez pas qui est l'auteur, là, ça pose un problème, là, pour le coup, de la réédition. Je ne sais pas qui est l'auteur. Si l'auteur était finalement découvert, eh bien, il faut tenir compte de la durée de domaine public. Donc, vous voyez, ça vient des fois se nicher, ça a parfois cet intérêt-là. Je vous l'accorde, c'est parfaitement vernaculaire et c'est tout à fait anecdotique, mais voyez-vous, parfois nos travaux vont alimenter le droit. Voilà, et pour toujours essayer de décerner une filiation, une paternité première est celle de Jean-Antoine Cru, mais il y a également des paternités dans le témoignage. Là, je vous ai mis à gauche les deux grands principes, les deux grands morceaux, les deux grands bouts du prisme. Eh bien, le premier, c'est les notes recueillies par Jules Mazet. C'est un des tout premiers carnets de guerre publiés en termes de carnet. Ça a été publié donc par un supplément de journal. Vous savez, c'était ce qu'on appelait les romans de gare, des feuilles de papier journaux, les journaux de guerre en papier journaux. Et donc, c'est 1914 Cahiers d'un combattant, publié dès le début de 1915. C'est le premier carnet de guerre publié, et publié en version tout à fait importante.
Et puis le papa, le vrai papa du renouveau testimonial, la fameuse 4e vague 1998 aujourd'hui, eh bien c'est Rémi Casals, pas pour rien qu'il est à la tête de cet ouvrage aujourd'hui, c'est parce que c'est le fameux, en français, c'est le fameux Louis Barthas, pour la première fois publié en 1978, de manière assez restreinte au tout départ, et puis qui aujourd'hui connaît le succès qui lui vaut que c'est sa 10e réédition, avec 2 éditions internationales, une en anglais et une en allemand, et qu'aujourd'hui on atteint 100 000 exemplaires de ce témoignage-là. C'est à partir de Barthas, en effet, que le témoignage de 14-18 est renaquis, entre guillemets, René, j'ai du mal avec la conjugation de René, c'est pas René, mais c'est Louis, mais c'est pas grave. Bref, à partir de Barthas, on s'est réintéressé au témoignage avec aujourd'hui ce qu'on connaît, avec une diversité particulièrement importante. Alors j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, aujourd'hui on change même de catégorie. Vous allez me dire, est-ce possible, on a tout dit, on revient au fait, est-ce qu'on a tout dit, etc. Ben non, on n'a pas tout dit, et même on n'a pas tout publié. Parce que ce qu'on n'a surtout pas, dans la période 1914, quasi 2000, ce sont des témoignages ultra volumiques. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des hyper-témoignages. Alors, il y a 2 typologies d'hyper-témoignages. Il y a l'hyper-témoignage volumique, c'est-à-dire le gars qui a fait un carnet de guerre en 20 volumes. Là, pour le coup, on a tout de suite l'hyper-témoignage. On voit bien que... Et puis, c'est le cas du premier, puisque, en fait, il y a les grandes lignes, la grande ligne entre les lignes, c'est 2 volumes qui font en tout 1628 pages. Vous voyez, c'est vraiment un hyper-témoignage. Je vais revenir à lui après. Mais il y a une autre façon d'hyper-témoigner, c'est en termes de représentativité. Là, je vais arriver au soldat dans sa tranchée, je vais rapprocher la loupe sur le soldat dans sa tranchée, pour vous dire qu'un soldat dans sa tranchée pouvait témoigner de son expérience combattante de 6 façons différentes. La première, c'est la correspondance qu'il entretient avec l'arrière. Il va donner, bien entendu, énormément d'éléments, même si ces éléments sont souvent trafiqués ou auto-censurés pour ne pas faire trop peur à celui qui les reçoit, et pour passer à travers les fourches de la censure. Le deuxième, c'est son carnet de guerre. Son carnet de guerre est réputé un peu plus authentique parce qu'il le tient pour lui, ou en tout cas pour sa famille, et là, pour le coup, il ne va pas être soumis à une censure de la part d'un lecteur extérieur, et il ne sera pas communiqué tout de suite à la famille, donc on peut se permettre d'attendre le bon moment pour lui donner. Il y a beaucoup moins d'autocensure, ces carnets sont beaucoup plus directs. Donc on fait rentrer là-dedans le journal de guerre, également les notes de route, etc. C'est la même catégorie. La troisième catégorie, c'est la photographie. Alors là, on a aussi beaucoup de témoignages photographiques, beaucoup plus depuis les 30 dernières années qu'avant pour des questions diverses et variées. Et donc, la photographie est aussi un moyen de témoigner tout à fait important, vous vous en doutez bien. Il y a également le croquis d'art. Beaucoup n'ont pas photographié, n'avaient pas de talent pour le dire, par contre ils nous ont donné des ouvrages de croquis, de dessins absolument extraordinaires. Et puis j'en rajoute 2 catégories dans l'hyper-témoignage. Là pour le coup elles sont représentées chez lui. C'est l'artisanat de tranchée, c'est aussi un moyen de témoigner, parce qu'on va donner des représentations particulières dans l'artisanat de tranchée, en n'oubliant pas que graver un portrait de femme ou graver son nom dans un mur de grotte de Creute sur le chemin des dames, ou laisser ses initiales dans les carrières Wellington quand on est anglais à Arras en 1917, c'est aussi un moyen de témoigner directement sur un support 3D, comme on dit. Et puis le dernier, ce sont ce qu'on appelle un varia, et un varia assez peu étendu, c'est par exemple un herbier. Certains soldats ont témoigné de leur combat en prenant une fleur à une date ou par un événement et en le collant dans un herbier. Si je vous ai mis un ouvrier artisan en guerre, c'est parce que ce soldat est un des rares, parce que c'est encore assez rare, en tout cas c'est très rare publié, c'est assez rare dans le comportement, mais publié c'est encore plus rare, c'est un des seuls qui a témoigné de 5 et 6 façons différentes. La 6e on l'a pas retrouvée, c'est sa correspondance, on l'a pas retrouvée, mais il a fait un carnet, il a fait des croquis parce qu'il était ouvrier d'art, ouvrier des beaux-arts, donc il a fait des croquis, il a fait également de l'artisanat de tranchée, c'était un ouvrier ferronnier, donc son travail, il a fait un herbier, et il a acheté un appareil photo en 1917 et il fait des photos. Ça devient donc un hyper-témoin sur le plan des représentativités. Et celui de gauche, il revient, c'est en fait les témoignages qu'on appelle multiples au sein d'une même famille. Là, c'est directement marqué sur la couverture, j'ai mis la couverture intéressante. Eh bien, c'est 6 frères qui ont
tous fait un journal de guerre, et l'ensemble de leurs journaux de guerre a été publié dans une version. Et donc on a donc un hyper témoignage sur le plan de la représentativité, là pour le coup, familiale. Là on a aussi de temps en temps, je pense aux frères Papillon, 3 frères qui ont correspondu avec leur sœur restée à l'arrière bien entendu. Voilà, on a donc ces hyper représentativités. Donc vous voyez, on va très loin en termes d'analyse testimoniale, parce qu'on s'intéresse vraiment, non pas seulement au statut, mais également à la catégorie de leur représentativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va publier de plus en plus, même si c'est très volumineux, on va publier ces hyper-témoignages, parce qu'ils démontrent cette fois-ci la diversité de témoigner dans la Grande Guerre. Vous voyez qu'on a encore, il y a encore du travail, il y a encore des choses à voir. Je vais passer rapidement et pour conclure sur quelques perles. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est très personnel. Ce sont en effet Jean-Julien Weber pour les Français, Dominique Richer pour les Allemands. Il y en a d'autres. Et puis Louis Boulier qui est un témoignage de chauffeur à pied absolument extraordinaire. J'en reviendrai tout à l'heure. J'ai une question. Je voudrais savoir, vous avez dit que les journaux de guerre personnels des soldats dans les tranchées, par exemple, n'étaient pas censurés. Oui. Mais en cas de mort, à ce moment-là, ils pouvaient tomber dans les mains de l'ennemi. Est-ce qu'ils n'étaient pas un tout petit peu censurés? Parce que ça pouvait quand même contenir les informations. Voilà. Comme la pratique de la photographie, c'est interdit. C'est interdit pour les raisons que vous donnez. Dès l'été 1914, en effet, la première directive du commandement, c'est de dire que quand vous faites une lettre, vous n'avez plus le droit de mettre le droit de vous l'envoyer. D'où la création des secteurs postaux. Donc les SP numéro temps, on ne sait pas d'où ça vient, il faut avoir une codification pour savoir aujourd'hui d'où ça vient. Mais l'esprit bien français, l'esprit bien soldat aussi, bien entendu, toutes les directives qui ont été données pour permettre aux gens, enfin pour ne pas permettre aux gens de s'exprimer, ont été très très largement battues en brèche. La première, c'est la photographie. C'était unanimement, et ça a été rappelé en 17 par Pétain, c'était unanimement interdit, ça a été unanimement violé. Et ça a été violé par qui au départ? Par les officiers. Parce que c'est eux qui avaient les moyens de s'acheter un appareil photo. Donc en fait, comme les officiers faisaient des photos, les soldats en ont fait aussi. L'apparition du Vest Pocket de Kodak, qui est un appareil assez bon marché, de proportion 100 ans, en 1915, va populariser la photographie de poche, le smartphone. Ça c'est très amusant quand je dis ça dans ma gamin, parce que là avec les gros yeux, le smartphone existait déjà en 14-18. Le Vest Pocket pouvait faire prendre des photos immédiatement et dans toutes les conditions, comme un smartphone. Avec un avantage sur le smartphone, c'est qu'on pouvait carrément écrire sur la photo de la légende. Vous voyez que le combat est encore meilleur que le smartphone d'aujourd'hui. Essayez d'écrire sur votre photo, vous n'arriverez pas. Voilà, donc les officiers ayant violé cette consigne concernant la photographie de guerre, eh bien les soldats l'ont fait aussi. Ça a été exactement la même chose sur le plan du témoignage. 4 milliards, entre 4 et 5 milliards de lettres écrites, de 10% même pas ont été vus par la censure, même pas 10%. Ça laissait une chance tout à fait possible aux gens de pouvoir témoigner sans avoir besoin de s'auto-censurer. Même si la peur du gendarme est dedans, et là ils l'ont fait quand même, et de fait, il faut toujours mettre en perspective quand on a la chance de les avoir, les lettres qui ont été écrites et la réalité du carnet, c'est pas la même guerre, il y a cette censure et il y a cette auto-censure. Mais en effet, elle a été tout à fait battue en brèche et les soldats la respectaient très moyennement. Voilà, alors il nous reste 1 minute et demie. Pour une dernière question que je voudrais vous poser, c'est en fait si j'aurais voulu savoir, cet ouvrage-là, est-ce qu'il s'adresse uniquement à des chercheurs ou est-ce que tout un chacun, moi, tout le monde qui se trouve à la fin du livre, pourrait trouver un intérêt à se procurer cet ouvrage-là? Alors, il ne s'adresse absolument pas aux chercheurs, tout simplement parce que les 3 entrées, le statut du témoin, son parcours dans la Grande Guerre et ce qu'on en pense de son témoignage, sont justement faits pour pouvoir discriminer le témoignage. En fait, c'est un digest, simplement, de la lecture du livre. C'est un résumé de l'ouvrage avec simplement les apports de dire voilà qui s'est exprimé, voilà ce que vous avez trouvé, que vous allez trouver dans l'ouvrage, voilà ce que vous n'allez pas trouver dans l'ouvrage, et voilà l'intérêt par rapport à votre propre objet de recherche. C'est là qu'en effet le mot chercheur intervient, c'est que l'objet de recherche peut être la simple curiosité historique, juste là en effet la recherche par classification. D'où le glossaire à la fin qui vous permet de dire tiens, moi je m'intéresse à telle question, on va dans le glossaire et on voit tous les témoignages qui ont abordé cette question. Oui, voilà, par exemple, pour conclure, j'ai choisi Jean Lechner.
Voilà, Jean Lechner. Excellent choix. 1893-1955. Et pour que vous sachiez un peu le genre d'informations extraordinaires que vous pouvez trouver, je peux vous dire qu'il est né à Strasbourg en 1893, d'un père alsacien et d'une mère allemande originaire de Düsseldorf. Cet exemple d'union mixte n'est pas inhabituel, surtout dans les grandes villes qui ont accueilli nombre de migrants allemands au cours de l'annexion. Né allemand, il poursuit sa scolarité jusqu'au baccalauréat, et contrairement à la plupart des jeunes de son âge, il parle couramment le français. En août 1914, il est mobilisé dans un régiment d'artillerie de l'armée allemande. Durant ses mois de formation, il tire bénéfice de sa bonne condition physique liée à la pratique de la natation. Puis il suit l'ensemble des missions qu'il va devoir accomplir. Et ce Jean Lechner a écrit « Journal de la guerre 14-18 du soldat Jean Lechner ». Et moi, ce qui m'a passionné, c'est de savoir que le journal était tenu en allemand le plus régulièrement possible tout au long de la guerre. Il n'a pas été édité dans sa version originale, mais dans la forme traduite. Vous comprenez pourquoi ça m'intéresse. Dans la forme traduite par les propres soins de l'auteur, qui, au moment où le français redevient la langue officielle, a jugé l'exercice opportun. Il décida ensuite de brûler le journal originel pour effacer un peu d'un passé devenu controversé. Cela rend donc impossible toute confrontation entre la source originelle et sa traduction. Alors, je ne peux que vous remercier parce que c'était extrêmement intéressant. Vous dire que si vous souhaitez plus d'informations sur le témoignage et la traduction du témoignage, c'est au même endroit, samedi à 13h. Et vous dire aussi que dans la table ronde qui va suivre et que j'aurai encore le plaisir d'animer, on va aussi parler de témoignages, puisqu'on va se rappeler, un témoignage est quand même texte romancé, il y aura les deux, on va se souvenir des oubliés. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je vous conseille fortement cet ouvrage qui est une mine pleine de choses, de petites perles très agréables à lire. Et je vous dis à dans 5 minutes.